Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le secteur industriel est reconnu comme important dans la valeur ajoutée d'une économie. Mais comment ce secteur peut contribuer à dynamiser l'économie béninoise? On en parle. L'énergie éolienne est une solution durable au déficit énergétique. Le vent est une source d'énergie renouvelable et il existe des potentialités d'exploitation de cette électricité verte au Bénin. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle également dans cette édition. Merci de votre fidélité. Comment contribuer efficacement au développement industriel au Bénin est l'une des missions du secteur industriel. Un secteur reconnu comme important dans la valeur ajoutée à l'économie, mais de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité et au coût des facteurs de production. Que faire pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Explication avec Arsène Fado, il est consultant industriel. Le financement industriel n'est pas encore ce qu'il doit être. Aujourd'hui, je vois beaucoup de promoteurs d'industrie ou de PMI qui vont vers des banques classiques pour se faire financer, et ça c'est un modèle qui est dépassé. Pour cela il faudra des fonds, notamment des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de types de fonds spécialisés dans chaque secteur, et ça c'est un des premiers chantiers que je trouve important. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat industriel. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat industriel, c'est-à-dire qu'on forme les entrepreneurs ou les jeunes qui désirent entreprendre au modèle économique. Le modèle qui est basé sur la chaîne de valeur, qui est basé sur un gain structurant et non un gain rapide. Depuis mon retour au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de volonté, et quand vous les voyez faire, vous les voyez fabriquer leurs produits, ils y mettent tout le cœur. Mais seulement ça ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Alors que c'est ça qui constitue le cœur d'une entreprise industrielle. C'est la maîtrise des opérations, la maîtrise du process. Tous ces aspects sont des aspects qu'il faut, ma foi, renforcer lors des formations à l'entrepreneuriat. L'industrie collabore avec tous les autres secteurs de la vie. Vous n'avez pas besoin qu'un industriel soit encore en train de se gêner pour le transport. Il y a des transporteurs spécialisés. Il faut les laisser pour que l'économie tourne, pour que chacun ait son gain et que le système tourne. Mais il faut penser à des microzones pour que, à petite échelle, les gens voient déjà ce que c'est que Glodibé. Et puis, l'autre chose aussi, il faut qu'on pense à intégrer les opérateurs en tant que support, les opérateurs économiques locaux en tant que support par rapport à la zone. Donc du coup, ça suppose qu'il y ait une plateforme qui permette aux industries qui s'installent à nouer des partenariats, des contrats de prestation de services. Et comme ça permettra à tout l'écosystème de fonctionner. C'est une source d'énergie renouvelable produite à partir du vent. L'énergie éolienne génère des forces mécaniques ou électriques. Sa production dépend avant tout des conditions météorologiques favorables. Des études sont donc indispensables avant toute implantation de centrales éoliennes. Le Bénin a-t-il donc des potentialités pour l'exploitation de cette source d'énergie? Nadège Omolade Sani s'est intéressée à la question. Voici son reportage. Le Bénin peut être producteur d'énergie éolienne. Une étude réalisée en 2018 par les spécialistes du domaine le confirme. Un fort potentiel a été décelé sur la côte béninoise et dans la région du Mono. Petit aérogénérateur, nous avons une puissance qui varie entre 100 et jusqu'à 10 kW. C'est déjà une puissance suffisante pour à la fois alimenter une grande concession ou plusieurs grandes concessions ou même un village isolé. Donc à Cotonou, on peut le faire pour des ménages.
On peut également le faire dans la zone du Mono, comme il y a le potentiel. Il y a des villages qui sont dans cette zone-là qui n'ont pas le courant et qui peuvent utiliser ces installations jusqu'à 50 kW. Des études plus approfondies pouvant aboutir à l'installation de centrales éoliennes dans notre pays ont aussi été concluantes. La mise en œuvre de ce projet qui va impliquer gouvernement, acteurs du domaine et autres partenaires techniques et financiers devrait être en cours de réalisation. La pandémie du coronavirus a bouleversé les prévisions. Tout ce qui avait été prévu et les échanges entre le monde externe et nous n'ont plus été fluides comme il se doit. Donc aujourd'hui, comme les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, je pense qu'il y a même déjà des petites unités d'essais sur place, mais les relations qu'on avait tissées dans le cadre de cette étude pour pouvoir faire un peu des unités potentiellement qui peuvent être mutées pour aller à grande échelle, je pense qu'on va mettre tout ça en œuvre. En Afrique, l'éolienne reste moins connue et accessible que le solaire. Le manque de recherche est cité comme l'une des raisons. Conséquence, le solaire reste à ce jour moins coûteux à puissance égale installé par rapport à l'éolienne. On va installer par exemple une unité au Bénin, les matériaux de construction vont coûter un peu moins cher et finalement le coût de revient global de l'installation va coûter moins cher. Donc c'est l'idée que développent tous les acteurs du secteur. Je parlerai de la DGRE, le ministère de l'Énergie et tous les autres acteurs. Et aussi permettre aux chercheurs de pouvoir améliorer le prototype pour arriver à un prototype qui est accessible à la bonne masse. Si pour l'instant, l'éolienne reste plus chère que le solaire, la surface au sol nécessaire pour produire cette source d'énergie est relativement faible comparée aux panneaux photovoltaïques qui occupent une vaste superficie. L'éolienne est une source naturelle, renouvelable et durable. Elle ne génère aucune pollution. C'est dans les titres, la couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous le pensons. Les détails dans ce reportage. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors, en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer des maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali, adopté le 15 octobre
2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Allons maintenant à la découverte de l'école des football des Brasseries. C'est une institution dans le football africain. Depuis 1989, elle forme des apprentis footballeurs pour qu'ils intègrent les plus grands clubs du monde. Des anciens stagiaires qui font aussi le bonheur des Lions indomptables. La sélection du Cameroun. Reportage à Douala au sein de cette académie. Ils ont entre 12 et 17 ans et tous le même rêve, devenir footballeur professionnel. David Mimbang, 14 ans, entame sa 3e année à l'école de foot des Brasseries du Cameroun. En 2019, il a été sélectionné parmi 5000 jeunes venus de tout le pays, une première étape pour lui permettre de toucher du doigt son rêve. Mon rêve d'abord, de finir ma formation avec un contrat professionnel et aller dans les autres clubs, peut-être pour dire au Barça, Real Madrid. Écrire aussi mon nom dans l'histoire du football et dans mon pays, jouer avec les Lions indomptables. Jouer aussi une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde. Créée en 1989, l'école de foot des Brasseries du Cameroun est la plus ancienne académie du pays. Elle est devenue une référence en la matière et beaucoup de grands joueurs ont fait leur début ici. Rigobert Song, Jérémy Njitap, Samuel Eto'o, mais aussi d'actuels lions indomptables comme Vincent Aboubakar. Pour marcher dans leurs pas, les 66 apprentis footballeurs sont soumis à un rythme intensif. École le matin, entraînement l'après-midi, soutien scolaire le soir, sans oublier les matchs tous les week-ends. Ils sont suivis sur 6 ans par une douzaine d'entraîneurs diplômés. J'ai été formé ici et après, je n'ai pas eu la chance d'être footballeur professionnel. Je connais mes échecs, je connais les manquements et aujourd'hui, j'essaye de les amener à grandir et à faire les choses que nous, on n'a pas pu faire. Chaque année, 11 joueurs sortent de l'école. La promotion 2022 est particulièrement prometteuse. C'est à peu près tous les 10 ans qu'une académie comme la nôtre sort un grand talent. Donc naturellement, on a eu des passages à vide où on avait des talents moyens. Et cette année, on a 2 joueurs qui vont aller respectivement à Lille et à Marseille. Donc ce qui est quand même des top transferts. Tous les stagiaires n'auront pas la chance de jouer à haut niveau. Mais parmi eux se trouve peut-être la prochaine étoile du football camerounais. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Patrick Adiabodjo. L'indépendance financière de l'Organisation mondiale de la santé connaît un recul drastique ces dernières années, estiment plusieurs anciens dirigeants, parmi lesquels la libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Selon une tribune du journal Le Monde, l'OMS peine à mobiliser des ressources financières à l'international afin de mieux assumer ses missions, notamment face à la pandémie de Covid-19. Conséquence, le monde ne parvient pas encore à résister à la déferlante de souffrance que provoque la pandémie liée au coronavirus. Plus, les pays à l'échelle mondiale vont s'engager à pérenniser le financement de l'OMS. Plus l'institution onusienne parviendra à investir dans un monde plus sûr et en meilleure santé. Contre le variant Omicron, le pass vaccinal remplace le pass sanitaire en France et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans. Cette décision est entrée en vigueur depuis lundi dernier. Les adolescents doivent justifier d'un statut vaccinal contre la Covid-19 afin d'avoir accès aux activités de loisirs, aux restaurants et aux transports. Aussi, un test négatif ne suffit-il plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. L'objectif est d'inciter à la vaccination. Après un début de campagne assez terne en 2021, le marché du sésame se réveille en 2022. À la manœuvre, les acheteurs chinois. La Chine, c'est environ 50% des achats mondiaux de sésame, loin devant le Japon et la Turquie, les 2 autres gros importateurs. Avant le nouvel an chinois en février, l'Empire du Milieu est présent sur le marché international et ses importateurs s'activent
pour augmenter leur stock de sésame. Salima Radia Mukansaga, 35 ans, de nationalité rwandaise, est la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition internationale masculine. Pour la première fois dans l'histoire du football africain, la Rwandaise a officié en tant qu'arbitre central lors de la rencontre entre le Zimbabwe et la Guinée mardi dernier. Salima Radia Mukansanga était aussi présente aux Jeux olympiques de Tokyo comme arbitre de champ lors du tournoi olympique de football. Un parcours sans faute qui devrait créer des vocations. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.